Bonjour et bienvenue dans Murmure, le podcast qui raconte une jeunesse brûlante et intranquille dans la France d'aujourd'hui, par Romain Le Gloec et Jade Babodou. Je suis gay, je suis lesbienne. Quelques mots anodins, mais qui peuvent sonner comme une déflagration pour tant d'enfants, d'amis, de parents, de grands-parents, de frères ou de sœurs. On s'est alors demandé pourquoi est-ce si compliqué à dire, car il s'agit bien de le dire dans une société où la norme reste l'hétérosexualité. Dans ce podcast, Murmure se plonge dans les destins intimes, tendres et bouleversants de 3 jeunes homosexuels pour tenter de répondre à l'éternelle question « Qui je suis et quelle est ma place dans la société ?» Nous partirons à la rencontre de Yacine, né au Maroc, qui a sacrifié sa vie familiale, a subi la haine et le rejet, pour dire aujourd'hui fièrement qu'il est gay, arabe et musulman. Vous entendrez Alice, qui a grandi dans un village du nord de l'Italie. Comme beaucoup, elle a souffert de l'absence de modèle de lesbienne. Elle nous racontera son engagement auprès de la communauté queer toulousaine. Et enfin Jimmy, qui fera le récit d'un long chemin, depuis un petit village rural de France jusqu'à ses performances de drag queen. Ils nous ont raconté leur enfance sur un fil, la traversée de toutes ces années en silence, les premiers émois et la peur de voir leur vie voler. Ils nous ont confié le sentiment de la liberté reprise et leurs inlassables combats pour ne plus être invisibles aux yeux de la société, pour exister et vivre en tant qu'homosexuels. Aujourd'hui, ils nous bousculent, nous font rire et nous laissent surtout plein d'espoir dans cette fresque chorale et lumineuse qui dit quelque chose de la France d'aujourd'hui. 3 témoins d'une époque, 3 histoires, 3 murmures qu'il nous faut savoir écouter. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin. C'est très important. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leur mystère, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacun d'entre nous. Je m'appelle Yacine, je suis né à Rabat, au Maroc. Je suis né dans une famille modeste. Mon père était mécanicien et ma mère fonctionnaire d'État. Comme j'habitais à côté de ma grand-mère, je passais la grande partie de mon temps chez ma grand-mère, où il y avait mes tantes que j'aimais beaucoup. J'étais vraiment beaucoup plus proche de la partie des femmes de ma famille que les hommes. Les hommes, ils étaient là à me faire des cadeaux, à me faire sortir une fois par an, une fois tous les 2 ans. Mon père, pareil. C'est pour ça que, pour moi, mes tantes, elles étaient beaucoup plus présentes dans ma vie. Et je me sentais vraiment un enfant très heureux, très content. Il me manquait rien. Si je me rappelle de mon enfance, c'est ça, c'est qu'il me manquait absolument rien. Même à l'école, j'avais pas de problème, donc j'étais quelqu'un qui aimait l'école et qui étudiait beaucoup, donc mes parents étaient très contents. C'était une famille qui respectait beaucoup la religion, mais on n'était pas très religieux. Donc il n'y avait pas vraiment une grande éducation islamique dans ma famille. On ne m'a pas appris à faire la prière, ou on ne m'a pas beaucoup parlé par exemple du jeûne. Donc on savait que c'était quelque chose qu'on respectait et ça se faisait. Je savais que j'étais musulman, mais je n'étais pas vraiment très conscient des pratiques musulmanes. Je m'appelle Alice, j'ai 25 ans. Ma mère elle est née en France et mon père il est italien. Mais mes grands-parents, ils sont italiens et immigrés en France. Bon, c'est un ping-pong entre les Alpes, quoi. Et j'ai grandi en Italie jusqu'à mon bac et je venais en vacances en France. J'ai grandi dans un petit village de campagne, dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, à 1 heure de Turin. C'est là où j'ai passé toute ma scolarité jusqu'au collège. Du coup, même si ma grand-mère était de ce village, ma mère elle s'est toujours sentie un peu éloignée du village, elle était toujours appelée la française. Alors j'ai grandi un peu avec ce mythe autour de l'image de ma mère et de mon père, qu'il avait quand même une position dans le village, qu'il était plombier, ma mère est femme au foyer. Alors j'ai grandi un peu avec une idée que j'étais un artiste parce que ma mère elle peignait, parce qu'on avait une grande maison où on faisait plein de choses, de peinture, de jardin. Ma mère, elle m'a grandi dans son jardin.
Et du coup, j'ai grandi vraiment avec cette idée que j'étais un peu à côté par rapport à mes camarades, parce que mes camarades, ils étaient tous ancrés dans le village, et ils étaient pendant plusieurs générations et tout, ils avaient déjà leur route un peu faite, mais moi, j'avais l'image de ma mère française, alors ça faisait que j'allais pas rester au village. Ça se savait déjà inconsciemment dès le premier âge. Il y avait beaucoup la vie religieuse par rapport au village. Et le village était tenu, toutes les activités, les principales activités, c'était grâce à la vie religieuse. Mes parents, ils sont pas vraiment croyants, mais mon père, il voulait vraiment il tient d'aller à la messe tous les dimanches, à participer à la vie religieuse, parce que c'est dans la vie du village, ça se fait comme ça. Et ça fait partie, et tout le monde le fait. Et nous, on rigole parce qu'on dit toujours qu'il va à la messe pour regarder qui a la tête plus grosse. Et en fait, c'est ça, tout le village se rencontre à la messe pour avoir les nouveautés ou l'enterrement aussi. C'est le côté social du village. Je m'appelle Jimmy, j'ai 23 ans, je suis né dans le centre de la France. J'ai grandi avec mes 2 parents et ma sœur, donc mon père est comédien, ma mère est infirmière dans le médico-social avec des adultes handicapés mentaux. J'ai eu la chance de grandir dans un contexte familial assez ouvert d'esprit, très tolérant, où il n'y avait pas vraiment de tabou, où tout a pu être discuté. Depuis très jeune, on me posait un peu des questions pour que je puisse me chercher, faire mes propres expériences. J'avais un peu la porte ouverte en fait à être et à devenir ce que je souhaitais, en sachant que du côté de mes parents et de ma famille de manière générale, ce serait dans tous les cas accompagné et tenter d'être compris. J'ai donc grandi quand même dans un milieu rural, donc en dehors de ma famille, c'est vrai que c'est encore très rustique. Il y a encore des idées assez arriérées. C'est pas du tout ce que j'ai pu repérer dans les grandes villes en bougeant avec mes études. Quand j'étais dans la campagne encore, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment conscience de toute l'ouverture que pouvaient proposer les grandes villes au niveau de tout ce qu'il y avait comme avancée au niveau social. Enfin, on était vraiment un peu sous un vase clos en fait, et je pense que c'est encore un peu le cas parce qu'il y a encore un grand manque d'informations sur les mouvances de tout genre dans la société, que ce soit par rapport à tout ce qui est la diversité culturelle, tout ce qui est la différence d'orientation sexuelle, l'affirmation du genre. Voilà, c'est des sujets qui sont absolument pas discutés en fait, que ce soit trop au sein des familles de manière générale, mis à part entre autres la mienne, où j'ai eu énormément de chance, mais aussi dans le milieu scolaire, des choses comme ça. C'est des choses qui sont pas du tout discutées. Donc du coup, on grandit un peu avec des fantasmes de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries, sans avoir réellement de référence dans notre vie en fait, pour voir comment évoluent vraiment les choses. Pour Yacine, Alice et Jimmy, vient le temps des questionnements et de la découverte de son orientation sexuelle. Un moment souvent vécu dans une grande solitude pour des enfants et adolescents qui comprennent vite qu'ils sont en marge du modèle dominant hétérosexuel. Je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, vu qu'on habitait à côté de ma grand-mère, que je sortais souvent jouer avec les enfants du quartier. Il y avait spécialement un ami très proche, on avait le même âge, 5 ans tous les deux, et on jouait beaucoup. Et je sais qu'à un certain moment, en jouant ensemble, il m'a proposé de s'embrasser. Et je pense que c'était un choc pour moi, et en même temps c'était quelque chose qui m'a pas surpris, parce que je me sentais à l'aise avec lui, et on passait de très bons moments ensemble, et ça nous a encore plus rapprochés. Donc on a commencé un peu à découvrir nos corps et à devenir un peu plus proches, un peu plus intimes. On partait un peu dans la découverte du corps entre nous. Entre moi et mon ami d'enfance, comme on avait tous les deux 5 ans, et qu'on jouait ensemble, et de jouer à des jeux, à y finir par s'embrasser, par se toucher, par faire des caresses, ça, on le considère aussi comme un jeu, parce que ça nous a procuré plus ou moins la même satisfaction qu'en jouant. Donc on savait que c'était quelque chose qu'on devait cacher. Donc c'était pour moi la découverte un peu de mon corps. Dans l'enfance, après avoir un peu fait des jeux d'enfants avec mon ami, pour moi c'était quelque chose que tout le monde et tous les enfants de mon âge faisaient en même temps. J'ai changé avec ma grand-mère et mes parents 3 fois de quartier. Et à chaque fois qu'en changeant de quartier, je tombais sur des amis, me faisais de nouveaux amis. Et ces amis,
faisait un peu les mêmes activités que ce que j'ai fait avec mon ami la première fois. En remarquant qu'il y avait plusieurs personnes et plusieurs enfants qui faisaient la même chose, je croyais que c'était quelque chose de très normal, que tout le monde faisait, que je me demandais même si mon frère, qui était plus jeune que moi, faisait la même chose. Donc ça, c'était pour moi la grande question, mais à la fin, je commençais à comprendre qu'effectivement, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient pareil. Au Maroc, c'est vrai que nos parents ils ne nous parlent pas de sexe et on ne sait pas vraiment comment, quand on commence à grandir et qu'on recommence à sentir des choses, on ne sait pas comment traduire ces sentiments, comment les expliquer. Du coup, nous, des enfants dans la rue, avec la confiance de nos parents qui nous laissent sortir, et il y avait une grande confiance chez les voisins qui veillaient sur nous. Nous, on essayait comme enfants de comprendre ce qui nous arrivait, de découvrir un peu notre sexualité ensemble. Comme on avait très peur de parler de sexualité et que pour nous c'était un jeu et que c'était tabou et qu'on avait très peur que nos familles découvrent ce qu'on faisait. Pendant mon enfance, en jouant avec mon cousin qui avait 11 ans ou 12 ans plus que moi, il a essayé de me violer en me disant que c'était un jeu. Sauf que cette fois, c'était pas comme les jeux d'enfants qu'on faisait avec mes amis d'enfance. Parce qu'on n'avait pas le même âge et c'était pas superficiel. Il a vraiment essayé d'aller plus loin et de me faire du mal. Et heureusement que j'ai réussi à me débarrasser un peu de lui, mais le mal était fait. Et le problème, c'est que vu qu'on savait qu'on ne pouvait pas parler avec nos parents et ne pas compter sur eux, et qu'on avait très peur de la réaction surtout du père qui était toujours très sévère et à nous corriger, donc j'ai pas pu en parler avec ma famille. À l'âge de 10 ans, une fois ma mère m'a posé une question. J'étais en train de jouer avec mon frère et m'a demandé si je préférais les mecs aux filles. Moi j'étais choqué parce que je savais pas comment répondre. Effectivement, j'étais beaucoup plus attiré par les garçons. Et je sais pas comment elle l'a remarqué, mais je sais qu'au fond d'elle, elle a toujours su que je suis gay et c'est juste qu'on n'en a pas encore eu le temps d'en parler. Et j'avais très peur de lire à ma mère. Dans notre communauté, être gay, c'était pas quelque chose de normal. C'est des personnes qui sont très mal jugées et c'est les personnes qui souffrent le plus au Maroc, je pense. Ma mère était vue comme l'artiste aussi, parce qu'elle peignait beaucoup. Elle a son atelier. Et à l'époque, quand moi je faisais l'école primaire, elle s'était amusée à reproduire des tableaux de Modigliani. Du coup, ces grandes, longues femmes voluptueuses, allongées nues, un odalisque, c'est odalisque nu. Et j'étais totalement fascinée par ces personnages. Et même si je faisais l'école primaire, du coup, on avait le devoir au fin de sa page du cahier, faire des petits dessins pour conclure l'exercice de la journée. Mais moi, je me dilettais avec des images de femmes nues à la Modigliani, du coup, dessinées comme une femme, mais que c'était quand même... mais c'était des femmes nues, quoi. Et... c'est un peu un de mes premiers souvenirs que j'ai de femmes nues Je me suis jamais questionnée sur le fait de pouvoir être lesbienne, mais seulement c'est dû à un manque de modèles. J'ai pas d'image de femmes qui s'embrassent, ou si c'était le cas, ça passait comme image sensuelle ou de l'histoire de l'art ou des revues. Ça s'appuyait pas trop dans ma tête comme en mode je pourrais être lesbienne parce que ça existe, c'est possible aimer les femmes et rester avec une femme. Pourtant, j'aurais aimé être un garçon, parce que la plupart des romans que je lisais quand j'étais petite, ou même dans les films, ou dans les dessins animés, les héros, ils étaient indépendants, forts, et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que je m'identifiais beaucoup, et je voulais être un garçon. Mais c'était pas frustrant de pas être un garçon non plus, je m'étais pas fixée sur l'idée, je veux être un garçon absolument. Mais j'en souffrais pas trop de ça. C'est juste que je m'endormais. Pour m'endormir, ça me rassurait, m'imaginer en tant qu'homme. C'est triste de ressentir ce côté que même en étant dans une famille progressiste, même en étant une famille qui faisait quand même attention et tout, j'avais pas des exemples de femmes fortes. Je lisais des aventures de femmes, mais c'était toujours triste, même si on repense aux vies des plus grandes. J'ai un souvenir d'enfance que j'étais passionnée, mais vraiment passionnée par la publicité de Charlize Theron. Celle, j'en suis sûre, vous voyez tous, c'est quand elle sort de la piscine et elle est toute dorée et elle dit « J'adore
Bon, je passais mes journées à dire j'adore à tout le monde. Ça a duré quelques années. Et c'est un peu mon premier image que j'ai de cette femme qui a hanté un peu mes pensées. Maintenant, je sais pas si dire qu'est-ce que je pensais exactement d'elle, mais c'était vraiment un truc ancré dans moi. Et ça a fait grandir des doutes parce que je me disais, mais est-ce que je l'aime? J'aime cette femme, j'aimerais être avec elle, être en couple avec elle, ou juste parce que j'étais enfant et j'avais besoin de modèles et que je me suis dit, je veux être comme elle, parce qu'elle est forte, elle sort de sa piscine toute dorée, waouh, qui rêve de ça, tout le monde, et au moins moi, oui. Et du coup, c'était dur de finir en mode, est-ce que je l'aime avec les sentiments que j'aurais aujourd'hui pour ma copine, ou est-ce que c'était un exemple pour moi? Et c'est pour ça que je trouve important qu'en grandissant, c'est des questions que je me suis beaucoup posées par rapport à les femmes fortes que j'ai pu rencontrer ou des personnages que j'aimais bien. Ou même des gens lambda, des camarades. Et pour moi, je nourrissais dès la plus tendre enfance des amours platoniques envers des copines, en leur écrivant des lettres, des poésies. Mais j'étais jamais... Mon sentiment, hélas, tombait un peu à vide, comme une performance d'un poète qui t'écrit et que tu lui dis merci. Mais c'est seulement au lycée que je me suis aperçue que tous ces amours platoniques que j'avais vraiment très très forts, même au collège, à l'école primaire, avant, c'était plus que ça. J'étais vraiment lesbienne. Et du coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est possible? Il y a eu l'arrivée d'Internet, c'était plus simple de faire des recherches. C'est grâce à mon amie hyperactive, qu'elle fait toujours plein de sport, qu'elle a eu la bonne idée de s'inscrire à un club de foot féminin. Et là, ça a ouvert un monde. Parce que c'est un peu stéréotype, mais c'est ça, la plupart des filles qui font du foot, c'est des lesbiennes. Et je pense que c'était vraiment ma première fois où je rencontrais une fille elle se définissait lesbienne et qu'elle trouvait ça normal, quoi. Depuis que je suis petit, c'est vrai que je me retourne beaucoup sur les garçons, enfin l'homme de manière générale. Le corps de l'homme, le physique de l'homme et l'esthétique très, très attirant. Alors, l'esthétique féminin, je trouve très beau aussi, mais il y a ce côté attirance en moins. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si je l'étais ou non, enfin si j'étais homosexuel ou non, parce que voilà, quand j'étais jeune, j'étais pas du tout dans cette projection de la sexualisation de mon corps, encore pas du tout. Là où ça a commencé un peu à me trotter dans la tête et où il y a eu un peu un effet miroir, c'est quand les gens ont commencé à, eux, me poser la question. Donc ça a commencé déjà dans ma famille quand je suis rentré à peu près au collège, où toujours dans un souci de compréhension et de liberté que je pouvais avoir, ils me posaient la question, est-ce que tu penses que tu es attiré par les garçons, par les filles, sans aucun jugement ou sans aucune barrière, c'était vraiment... Et quand je suis arrivé au collège, il y a eu aussi les camarades. À l'époque du collège, c'est le moment où quand tu es pas vraiment dans la norme de la virilité et du stéréotype masculin, on te renvoie beaucoup dans la tête mais t'es pas gay toi, ou dans les vestiaires, des insultes, des moqueries, des choses comme ça. Donc au début, moi, je passais outre, ça m'impactait pas vraiment, mais au fond de moi, ça me travaillait quand même, quoi. Je me posais quand même la question. Je me disais, mais pourquoi on me renvoie ça? Est-ce que c'est une obligation aussi de se poser des questions maintenant? Enfin, quand j'étais au collège, c'était la pleine expansion des réseaux sociaux. Et il faut savoir qu'il y avait beaucoup de haine, encore plus qu'aujourd'hui, vis-à-vis des personnes qui passaient à la télé, notamment dans la télé-réalité, qui étaient homosexuelles. Donc ça a fait partie aussi des choses qui ont fait que je ne souhaitais pas en fait être homosexuel. J'avais peur aussi de recevoir cette haine, de la prendre de plein fouet et puis de ne pas pouvoir vraiment en échanger parce que dans l'environnement dans lequel j'évoluais, c'était des questions qui n'étaient pas vraiment abordées. Donc j'avais peur un peu de me retrouver seul face à ça. Et je préférais me persuader seul que je ne l'étais pas pour un peu éviter ce souci-là. Donc il faut savoir que moi je remarquais que je rentrais pas dans les codes. Je me reconnaissais pas du tout en mes camarades de collège hommes, qui sera le plus fort, le plus musclé, tout le temps dans la démonstration de sa pseudo-virilité. Moi je me reconnaissais pas du tout dans ça, je ressentais pas ce besoin-là et je comprenais pas vraiment le but.
À mes 15-16 ans environ, donc j'étais sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et il y a un garçon qui est venu me parler, qui n'habitait pas du tout dans ma ville, qui habitait dans le nord, donc très très loin de chez moi, qui était venu me parler, avec qui ça passait très très bien. On s'appelait sur Skype à l'époque, enfin, voilà, ça se passait très bien, et un soir, il me dit écoute Jimmy, moi je me pose des questions moi sur mon attirance vis-à-vis des garçons, des filles, et je te trouve très mignon, machin. Et donc moi ça m'a impacté forcément, je le trouvais très beau aussi, et c'est de là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions. À mes 18 ans, je suis arrivé sur l'image pour mes études, j'ai rencontré un garçon qui était dans la même fac que moi. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé parce que c'est la première personne avec qui j'ai échangé le premier bisou voilà, avec un garçon. Il a été très très bienveillant avec moi et j'ai pu faire mes premières expériences avec lui. Et de là, je me suis vraiment affirmé à moi-même que effectivement j'étais attiré par les hommes et seulement les hommes. C'est de là que je me suis enfin autorisé à commencer en tout cas à être moi-même et à explorer un peu l'homosexualité, à me confronter aussi au réel parce que du coup c'était la première personne qui était ouvertement homosexuelle que je rencontrais. Et je l'ai très bien vécu. J'ai très très bien vécu. Comment se construire quand on doit penser, chaque matin, que les autres ne doivent pas découvrir qu'on est homosexuel? Comment vivre caché de certains regards quand on désire avoir ses premières expériences? Pour Yacine, Alice et Jimmy, il s'agissait de plier, mais de ne surtout pas rompre, grâce notamment à une force de caractère inépuisable et des rencontres, de celles qui peuvent changer un destin. À l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père à cause d'un cancer de poumon. C'est vraiment l'incident qui va tout changer dans ma famille et dans ma vie. Vu que ma mère, elle était fonctionnaire et elle avait à peine pour nourrir un seul enfant, donc mon oncle et ma tante sont portés volontaires pour me prendre en charge. Donc il fallait que je quitte le Maroc pour l'Espagne. Je commençais à habiter la première année avec mon oncle qui a très bien pris soin de moi. Et une fois au bac, j'ai déménagé chez ma tante pour être un peu plus proche de l'université. Au lycée, c'était la première fois que je tombe amoureux d'un garçon. Je jouais au foot avec le club du village et je me suis trop approché d'un mec qui avait le même âge que moi, mais qui était vraiment très populaire. Et vu qu'on a commencé à s'approcher, on jouait dans la même équipe, on s'est aperçu qu'on a les mêmes centres d'intérêt, que je commençais à passer des nuits avec lui, chez lui, des nuits chez moi. Une fois, on dormait ensemble, il m'a posé la question si j'avais déjà couché avec un mec. Et bien sûr, j'ai menti, j'ai pas pu lui dire que j'ai déjà eu des aventures avec des enfants comme moi au Maroc. Du coup, j'ai dit non, j'ai jamais eu d'expérience avec des garçons. Il m'a dit que lui, par contre, il a déjà essayé avec des garçons et que ça lui a pas plu, mais il aimerait quand même essayer avec moi. Et c'est la première fois après que j'ai quitté le Maroc que j'embrasse quelqu'un, et quelqu'un qui me plaisait vraiment. Et c'est la première fois que je développe des sentiments envers un mec. Et c'était un peu l'amour adolescent. On se sentait vraiment très bien. On était très très proches. Et je me suis senti vraiment le mec le plus heureux du monde parce que je l'aimais beaucoup. Quand on ferme la porte derrière nous, c'était notre monde. Personne ne pouvait y pénétrer, ni notre famille, ni nos pensées, ni notre religion. À l'âge de 12 ans, à l'école, c'était la première fois qu'on commence à entendre parler d'homosexualité, commence à me rendre compte que le terme PD en Espagne, maricón, c'était considéré comme des insultes. Toute personne efféminée dans l'école était objet de maltraitance. Et c'est là que les enfants commençaient à poser la question aux profs. Qu'est-ce que c'est qu'un gay? C'est quoi être un homosexuel? Et malheureusement, on avait des profs un peu homophobes qui nous parlaient que c'était pas des personnes normales, c'était des personnes qui devaient partir voir des psychiatres. J'ai décidé alors de changer, d'oublier les garçons et de m'approcher un peu plus aux filles. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, donc je faisais juste le théâtre. Je faisais comme les autres, je me faisais des copines, je les embrassais, mais il n'y avait pas de sentiments. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis renfermé sur moi. Et c'est là que j'avais très peur de sortir à la rue, que les gens découvrent que je suis gay,
par ma façon de marcher. Et comme ma famille n'arrêtait pas de me répéter que j'étais maniéré, que je marchais différemment des garçons, que je devais tout reconsidérer, de m'entraîner à marcher correctement, à moins faire bouger mes mains. Mais malheureusement, j'ai pas changé et c'est à l'âge de 16 ans que je me suis en fait rendu compte que j'étais toujours attiré par les garçons qui étaient beaucoup plus forts que moi. Et je me suis encore renfermé sur moi et j'ai plus d'aventure jusqu'à ce que je sois à la fac. À partir du bac, j'ai déménagé chez ma tante. C'est vrai que chez mon oncle, il me surveillait beaucoup, j'avais pas accès à internet, j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas de téléphone. Du coup, après le bac, en vivant chez ma tante, j'ai rencontré un ami. On a décidé de se voir et c'est grâce à lui qu'il m'a expliqué un peu comment ça fonctionne le monde gay. Et un jour, il m'a offert la collection DVD de Queer as Folk. Et c'est là que je commençais un peu à voir et m'ouvrir au monde gay. Et là, je commençais à voir que les personnes pouvaient être gays et avoir une vie normale. Après, alors, j'ai commencé à la fac. Et je commençais en même temps à sortir un petit peu avec mon ami Marcos. Il m'a présenté des amis gays. On a commencé à prendre des photos avec ma caméra. On était vraiment très contents. Sauf que une fois que je suis parti au Maroc pour les vacances, et je croyais que j'avais effacé toutes les photos de mon ordinateur. Mais mon oncle est tombé sur des photos à moi, avec Marcos, qui avait un peu les cheveux longs et il était blanc. Et avec d'autres amis gays, et ça se voyait qu'ils étaient un peu efféminés, un peu gays, ils s'habillaient un peu différemment. Mais c'était pour eux rien que ces photos qui montraient des gens un peu stylés, un peu modernes. Pour eux, c'est bon, j'étais gay, je pouvais aller en enfer, que je devais plus revenir en Espagne, je devais rester au Maroc. Tout à coup, ma tante débarque et prend mon passeport et me dit tu vas plus partir en Espagne. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce que l'Espagne t'a rendu gay. Je commence à lui dire que non, que je suis pas gay, c'est juste des amis gays, d'accord, mais ça fait pas de moi un gay. Du coup, je commence à lui jurer que non, que je suis je suis hétéro, que j'ai une copine, et il m'a dit que je pouvais rentrer en Espagne à une seule condition, que je lui présente ma copine et que je fasse uniquement le chemin aller-retour de la fac à la maison. Il m'a demandé aussi si je pouvais faire un test anal pour voir si j'avais eu des rapports sexuels. Bien sûr, j'ai accepté parce qu'à l'époque, j'avais pas encore eu des rapports. Mais il m'a quand même dit que si jamais j'étais gay, il faut absolument que je lui dise parce que c'est pas encore tard, que je pouvais voir un psychiatre ou un psychologue ou je peux prendre des médicaments et que si j'arrivais pas à bander avec les filles, elle m'a dit clairement que je pouvais prendre du Viagra et que si jamais j'arrivais pas à changer et à coucher avec des filles, et il fallait que je vive comme les prêtres, sans sexe. C'est seulement au lycée que je me suis rendu compte que tous ces amours platoniques que j'avais pour mes camarades, c'était pas vraiment que platonique. Au fait, j'ai rencontré un groupe de filles qui jouent à foot grâce à ma camarade de classe qui l'a commencé à fréquenter et je suis rentrée dans leur groupe. Et c'est là vraiment que j'ai mis un mot sur ma sexualité. Je suis lesbienne. Petit à petit, je rentrais faire part du groupe même si je jouais pas au foot. Et grâce à Internet, j'ai pu faire des recherches. C'était l'époque où ça commençait aussi à sortir. En 2008, il y avait Lady Gaga qui explosait avec Téléphone, avec Beyoncé, Katy Perry chantait I Kiss a Girl, Rihanna avec son clip Lesbo Chic Te Amo. Bon, il y avait une vraie source d'inspiration là-dessus. Et c'était vraiment toute cette liberté du corps, je sais pas, et c'était un crescendo aussi avec moi que je commençais à explorer. J'étais ado, mais j'étais plus dans mon village. Du coup, j'allais vraiment explorer autre chose. Et avec Internet, j'avais pu commencer à regarder Orange is the New Black et d'autres téléfilms. Pour toute ma construction identitaire qu'il y a eu depuis le jeune âge, depuis toute mon enfance, mon adolescence, c'était dur de me dire je suis lesbienne, mais dur dans le sens que j'y pensais pas vraiment. Quand j'avais 16 ans, pour moi, c'était pas important de dire je suis lesbienne et taper à toutes les portes en mode j'embrasse tout le monde, toutes les filles du monde. Non, c'était vraiment... Ça faisait partie de moi et j'avais pas encore envie que tout le monde le sache parce que je sentais que ça devait se travailler dans moi, que c'était une chose que j'avais beaucoup de passion là-dessus et je devais le nourrir. Du coup, j'ai pas souffert de pas le dire à tout le monde. Autour de moi, tous les couples se formaient. Forcément, on est ado et on pense aux garçons.
Moi, j'ai grandi dans mon village, j'étais amie avec des garçons qu'eux, ils pensaient presque pas aux filles, ou vraiment dans une façon très, très, très gamine de penser aux femmes. Du coup, j'étais plutôt avec eux, même si j'ai eu des aventures vraiment adolescentielles, au mode un bisou. Mais heureusement, j'ai pas dû coucher avec un homme parce que c'est vraiment une chose que j'avais pas envie de me forcer à ça. Je suis une lesbienne pure. Il y avait pas cette envie de tomber amoureux d'un garçon, cette sexualité qu'il y avait autour du désir envers le sexe masculin. Il y a eu un moment à la fin du lycée où je me sentais que je devais le dire, le fait que j'étais lesbienne, que j'aimais les filles. Parce que ça faisait partie d'un parcours que j'avais entamé avec le fait de sortir en boîte ou le fait de fréquenter d'autres gens homosexuels. Parce que là encore, j'avais pas vraiment fréquenté, je n'avais pas de copines, j'avais commencé à embrasser et tout. Il y a un épisode où j'en peux plus, je dois sortir la chose, je dis « Sabrina, sono lesbica !» Et Sabrina, je suis lesbienne, et elle me dit « Oui, ok, je le sais !» Du coup, ça choquait pas tout le monde, au même moment, bon, ça faisait partie de moi, le fait d'être toujours exubérante, d'être différente des autres, du moment que j'avais un caractère fort. Je voulais pas faire gagner les injustices ou quoi, j'étais très sûre de moi. Et du coup, je pense que ça a joué beaucoup sur le caractère de me voir lesbienne, parce que du coup, elle est trop sûre d'elle, elle est pas normale, elle est pas comme nous. Du coup, on va accepter ce côté qu'elle est lesbienne. Je pense que vivre caché, ça a été difficile, surtout quand j'ai été en couple et je l'ai pas dit à mes parents tout de suite. Et ça, vraiment, ça me démordait, quoi. J'avais l'impression de cacher une partie de moi, d'avoir un masque, quoi, et j'aimais pas du tout. Alors, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à me poser des questions du coup sur mon orientation sexuelle, j'ai quand même voulu tester comme les autres garçons, même si je me reconnaissais pas dans leur comportement, j'ai quand même voulu tester un peu comme eux, d'avoir une petite copine. Du coup, je me souviens d'une fille avec qui j'étais très amie à la base. Je suis allé chez elle une après-midi et puis de là je pense que je devais lui plaire et donc il y a eu le petit bisou de collégien et en fait c'est là aussi où ça m'a pas plu du tout, j'ai rien ressenti de spécial, au contraire. Donc suite à cet après-midi, je me suis dit à moi-même que ça servait à rien de batailler à tout prix pour entrer dans la norme hétéro et j'ai préféré continuer mon chemin seul et puis prendrai ce que m'offre le futur, mais j'ai pas du tout voulu forcer quoi que ce soit avec qui que ce soit, quoi. Alors, les seuls modèles que j'avais dans mon adolescence, c'était encore une fois ce qu'on voyait à la télé. Du coup, j'ai vraiment grandi avec le gros stéréotype de la personne homosexuelle qui est là pour amuser les autres, pour rire, pas très sérieux. Maintenant, c'est pas en soi ce stéréotype-là qui, moi, m'impactait. C'était plus ce qui pouvait en découler, le fait qu'aux yeux des autres, ce soit quelque chose de négatif en fait. Et même aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui est vu négativement et c'est une idée qui perdure, quoi. Donc est-ce que j'ai grandi avec des modèles ? Oui, forcément. Est-ce que je m'identifie à eux ? Pas forcément. Même si plus jeune, je voulais un peu ressembler à ça, très vite ça s'est estompé cette envie et l'envie d'affirmer ma propre identité a pris le dessus. Le cliché de l'homosexuel très extraverti, c'est quelque chose qui est vu négativement par le reste de la société parce que ça a été aussi les premières images qu'on avait des personnes homosexuelles et que c'était totalement contraire à l'image qu'on se faisait des garçons et de la masculinité. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui gêne et qui renvoie quelque chose qui ne doit pas être très évident, en tout cas qui met un peu mal à l'aise les autres. Et donc, quand quelque chose nous met mal à l'aise, on a tendance à le rejeter. Là, c'en est la preuve. Dans la communauté homosexuelle, il y a aussi ce rejet un peu, de mon point de vue en tout cas, des garçons qui peuvent être efféminés. On parle de folophobie, je sais pas si ça existe vraiment ce terme. Et c'est quelque chose qui est très prégnant, même sur tout ce qui est application de rencontres. On voit très souvent masque for masque, masculin pour masculin. C'est vraiment un rejet que, en tout cas, ces personnes-là vivent au quotidien et c'est quelque chose qui malheureusement est nourri par le manque d'information, je pense.
J'ai eu la chance, moi, de grandir dans un environnement familial et amical où il n'y avait pas du tout ce rejet de la personne homosexuelle, que ce soit moi ou même avant que je l'annonce, que je l'affirme. De manière générale, c'est un sujet qui était discuté, en tout cas c'était ouvert, et j'ai pu évoluer en étant très à l'aise, en tout cas vis-à-vis de ça. Et après, la troisième partie de mon adolescence, donc ça c'était plus fin de lycée, début fac, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'affirmer à moi-même que effectivement j'avais une attirance envers les garçons, où j'ai commencé à en parler à mon entourage proche, à sentir un poids se libérer, où enfin je commençais à trouver des réponses à mes questions. Longtemps, Yacine, Alice et Jimmy se sont réfugiés dans un endroit où l'on se planque, le fameux placard, celui dans lequel on cache son orientation sexuelle par peur de ce qui pourrait nous arriver si on la révèle. Puis un jour, ils décident de faire leur coming out, d'annoncer à leurs proches leur orientation sexuelle. Cette démarche, intime, personnelle et volontaire, qui est une étape décisive dans l'acceptation de soi. Comme ma tante m'avait obligé de sortir avec une fille pour pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir sortir de chez moi, ce serait pour sauver ma vie, pour avoir un bon futur, parce que je voulais pas retourner au Maroc. Pendant 2 ans, j'essaie de changer. Je suis sorti avec 2 filles, mais c'est une fois à la fac que je fais la rencontre d'un garçon. En se regardant, on savait qu'on était fait l'un pour l'autre. Sauf que j'ai pas pu le rencontrer, j'ai pas pu lui parler. Mais l'année d'après, on s'est retrouvés dans la même classe. Et c'est là qu'il m'a invité chez lui pour boire un thé. Et là, je lui ai dit que je suis en train d'essayer de changer, de devenir hétéro, mais que ça ne marche pas. Je lui ai raconté l'histoire avec ma famille, il a compris et on a commencé à sortir ensemble. Et vu qu'on passait beaucoup plus de temps ensemble, je lui ai suggéré de voyager ensemble au Maroc pour la première fois et de présenter à ma famille comme un ami. Et tout le monde l'a adoré et tout le monde a cru qu'il était vraiment un ami. Sauf qu'avec le temps, et vu qu'on devenait de plus en plus proches, ma tante commençait à se douter de nous. Et c'est là qu'elle a commencé à m'espionner et elle a tombé sur des lettres qu'il m'envoyait, des lettres amour. Il a aussi trouvé des textos. J'étais choqué et je savais pas quoi dire parce qu'elle avait toutes les preuves. Mais j'ai commencé à nier quand même, à dire que c'était pas lui, que c'était des plaisanteries. Mais elle m'a pas cru et elle m'a foutu dehors. C'était première année de la fac. Et elle m'a demandé de sortir, de plus retourner. Elle a parlé à tout le monde que j'étais gay, que j'étais foutu, qu'elle m'a foutu dehors. Et ça m'a choqué parce que personne ne m'a donné le privilège du doute. Personne ne m'a appelé, ne m'a posé de questions pour savoir où est-ce que j'habitais, si je mangeais, si j'avais froid, si j'avais un toit. On a dû se débrouiller, moi et mon copain, pour vivre ensemble, pour faire des petits jobs. Et il n'a pas coupé les liens avec sa famille, mais moi, ma famille m'avait carrément abandonné. Sauf ma mère. Ma mère n'y croyait pas trop, ou elle voulait pas vraiment en parler, mais elle m'a dit qu'elle acceptait pas ce que les autres disaient et que j'ai rien fait de mal, que vu que c'est juste des paroles en l'air, qu'ils avaient pas des preuves et que ma famille avait un peu l'habitude de dire n'importe quoi. Du coup, elle a un peu coupé les liens avec eux aussi. Donc j'avais un petit peu ma mère au Maroc qui me supportait quand même, qui m'appelait, qui me parlait, qui me demandait si j'étais bien ou pas. Mais malheureusement, elle pouvait pas beaucoup m'aider parce que déjà, sa situation économique, elle était compliquée. Après avoir fini la fac, j'ai essayé de m'approcher à ma famille, de les appeler, mais ils répondaient pas. Ou bien si j'appelais avec un numéro inconnu, ils savaient que j'étais moi, ils raccrochaient. Et ça me faisait vraiment beaucoup de mal. J'ai rassemblé tout mon courage et je suis parti sans prévenir personne chez ma grand-mère un samedi. Je sais que les samedis, c'est le repas familial, ils sont tous réunis. Et j'ai juste frappé à la porte, même si j'avais trop peur de leur réaction. Et j'étais un peu... Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu que c'était moi. Et ça, ils m'ont pris un peu dans leurs bras, même si j'étais très froid. Même si j'ai essayé de les faire des câlins et de les embrasser comme avant. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais je me suis dit, c'est pas grave. Et là, il y a ma tante avec qui j'habitais en Espagne. Elle me pose la question, elle me dit est-ce que tu as changé? Et je voulais pas encore perdre ma famille, j'ai menti, j'ai dit oui, j'ai changé. Elle m'a dit maintenant on peut se réconcilier. Pour ma famille, j'ai changé, mais je continue à jouer du théâtre et à faire un peu l'hétéro. Je vais me réconcilier avec ma famille, même s'ils m'ont fait du mal. Mais vu que la religion me demande de pardonner, d'aider ma famille, de me rapprocher à eux, que j'ai fait de mon mieux, j'ai réussi à les pardonner avec le temps.
Mais je sais qu'aujourd'hui, si ma tante ou n'importe quelle personne dans ma famille me pose la question, je pense pas que je vais avoir le courage ou l'énergie ou le pouvoir de mentir. Aujourd'hui, ça m'a pris des années pour m'accepter et de connaître ma situation actuelle et de dire que je suis gay et que j'assume à 100%. C'est pour ça que si un jour ma famille aujourd'hui me pose la question, je pense pas que je pourrais leur mentir. Je suis vraiment fatigué de mentir, de vivre dans le mensonge. C'est seulement au lycée alors que je me suis vraiment pris en main et j'ai dit, toi, ma gamine, toi, ma chérie, tu es lesbienne. Au début, en manque de copines ou en manque de grande fréquentation, je commençais vraiment à me dédier à toute la recherche de pourquoi lesbienne, pourquoi on n'en parle pas, c'est quoi historiquement, est-ce qu'il n'y a que moi, il n'y a que Rihanna qui s'est réveillée un jour avec Te Amo pour dire que les lesbiennes existent? Non. Je savais qu'il n'y avait pas ça et qu'il s'était caché. Puis il y avait l'autre côté beaucoup plus fin de la médaille, c'était sortir en boîte, aller jusqu'à Turin, la grande ville, et pouvoir sortir le dimanche soir au Quiver. Et sortir avec les amies lesbiennes de ma pote, sortir avec ma pote, et pouvoir être libre. Et libre en soi, c'était prendre la voiture, faire 1 heure de route, être seulement nous deux seuls, et parler avec qui on voulait et rentrer dans cet endroit que c'était safe parce qu'enfin il y avait que des gays, du coup je savais que j'allais pas être importunée par des mecs et j'avais d'autres lesbiennes. Pour la chronologie de mon coming out, il y a eu sûrement ma meilleure amie, Lipu, que c'est elle qui jouait à l'équipe de foot, et les filles de l'équipe de foot. Et puis il y a eu les camarades de ma classe, parce qu'elles nous voyaient avec Lipu être en syntonie, rigoler, ou être fatigués le lundi, parce qu'on avait sorti la veille. Et on a commencé à leur dire. Puis il y a eu vraiment ce cercle d'amis plus proches, mais j'ai jamais souffert d'harcèlement ou... Je me sentais bien avec ça, de le dire à mes camarades. Ce côté que je devais mentir pour sortir, ça a été un jour découvert à cause d'une amende que j'avais prise en garant la voiture n'importe comment au centre de la place principale de Turin. Mes parents, ils l'avaient découvert et ils se sont dit « Mais qu'est-ce que tu faisais à 4h du matin à Turin ?» Et là, c'était dur. C'était pas facile et c'était pour moi le moment de dire bon ben je pars, je prends ma vie en main, c'est pas de souci, bisous. Et c'est là que je commençais à travailler dans un milieu culturel où c'était vraiment très ouvert et c'était vraiment là aussi mon espace de liberté du sens que j'avais dit, tout le monde savait que j'étais lesbienne et je pouvais gagner quelques petits argents qui me permettaient de payer le loyer, d'avoir la CAF. Merci la CAF. Puis ma famille, je le sentais pas encore le moment de leur dire. J'attendais vraiment d'être en couple. Ça me pesait vraiment beaucoup. J'avais l'impression de leur mentir encore une fois. Et j'en avais plus envie. Et ça faisait partie de moi. Je passais mes journées et je voulais leur dire. Du coup, ça a été très dur. J'ai passé une vacance avec eux où je les ai saoulés. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et trouver les mots, c'était vraiment très, très, très dur. Du coup, un jour, ça s'est sorti. Mon père ignore, il le sait mais il ignore, pense que ça changera. Un jour j'étais au resto avec mon ex, je l'embrasse et lui il tape un poing sur la table et, en mode scandale. Et je lui dis mais tu t'es pas aperçu quand même, ça fait un moment et tout, calme-toi, il y a rien de grave, qu'est-ce qu'il y a? Du coup, pour l'instant ils le savent. Ils adorent ma copine, mais après, heureusement, il n'y a pas eu un tsunami quand je lançais ce petit caillou dans l'eau. Je m'apprêtais beaucoup pour aller quand je dansais aux discothèques. Et les amis du club de foot ils me disaient « Mais toi, t'es pas lesbienne, les lesbiennes, ils ont les cheveux courts, tu verras et tout. » Et je trouvais ça assez dur d'être coupée du monde lesbien seulement par le fait qu'on a des cheveux longs. Je pense que maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, c'était très important d'avoir une coupe courte. La première fois que j'ai couché avec une femme, c'était un peu obligé du sens que bon, ben, t'es pas avec les mecs, ben maintenant t'es avec une femme, tu l'as voulu, tu as cherché, t'as fait de tout, t'as menti à ta famille, t'as fait tout un bordel. T'as obligé plusieurs fois ta meilleure amie de t'amener à Turin, aller danser et tout. Ben maintenant, ben, tu as rencontré une femme, elle est disposée à coucher avec toi, ben tu y vas. J'étais heureuse de finalement avoir couché avec une fille. J'avais hâte de le raconter à toutes mes camarades. Mais c'était mon ressenti, du coup, c'était un peu triste à la fin parce que je savais que cette femme, elle m'aimait pas vraiment. Et c'était vraiment que pour coucher, ben, c'était deux optiques différentes d'elle par rapport à moi. Pour mon coming out à mes 15-16 ans,
J'ai donc mis sur Twitter la grosse bêtise que j'étais homosexuel. Sur Twitter, j'ai été très direct, je l'ai dit comme ça. Malheureusement, ma sœur est tombée dessus, elle m'a appelé le soir en me disant qu'elle, de son point de vue, il n'y avait bien évidemment aucun souci. Mais elle ne se sentait pas de garder ça pour elle toute seule. Du coup, elle m'a demandé de le dire à mes parents chez lesquels je vivais encore. Du coup, le soir même, je suis allé les voir et je leur ai dit écoutez, papa, maman, voilà, je pense que je suis bisexuel. Alors j'ai dit bisexuel parce que c'était toujours dans un souci de les ménager un peu. Je pensais que ça allait mieux passer parce que ça donnait aussi un peu l'espoir qu'au final je rentre un peu dans la case de l'hétéro un jour ou l'autre, quoi. Donc au début, ils ont été un peu sidérés, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Ça a été des questions très basiques. Et le lendemain, ça a été un peu plus compliqué. Quand je me suis réveillé, il y a eu mon père qui était dans tout cet état, très énervé. En tout cas, sur le moment, je l'ai perçu vraiment comme ça, très en colère, à crier que ça passait pas du tout ce que je lui avais dit la veille. Enfin voilà, c'est pas du tout un bon souvenir cette journée-là. Je pense qu'ils étaient un peu dans l'incompréhension et un peu dans la peur, le doute. Et puis comme moi, la seule référence qu'ils avaient en tant que personne homosexuelle, c'était ce qu'on voyait et toute la haine, ce qu'on voyait à la télé, toute la haine qu'ils pouvaient recevoir. Donc je pense qu'effectivement, en tant que parent, à ce moment-là, ça doit pas être évident de gérer tout ça. Voilà, mon père, ça a été des propos très virulents qu'il a eu envers moi. Je pense que ça a été une façon pour lui aussi d'extérioriser un peu toutes ses angoisses. Et aujourd'hui, il le vit très très bien. Le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'étais réellement juste homosexuel, en fait, ça a été un midi où j'ai mangé avec mon père et où il me pose comme ça la question bon, du coup, t'en es où? Et je dis voilà, j'aime que les garçons. J'aurais bien aimé que tu changes. Ouais, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et puis voilà, c'est passé. C'est un sujet où on n'en parle pas beaucoup entre nous. C'est limite un des sujets qui est devenu un peu tabou, même si là, depuis peu, je pense que mes parents n'ont qu'une envie, c'est que je me case. Et du coup, ils me posent très souvent la question, bon alors, t'as quelqu'un, t'en es où? Je pense que le fait de faire son coming out peut être un acte politique, en tout cas un acte d'affirmation de soi, donc dans tous les cas, ça engendre des réflexions chez la personne qui reçoit ce qu'on dit. Ça peut l'être dans le cas où ta famille est un peu réticente à ça. Moi, par exemple, si je ferais mon coming out, je pense, dans ma famille, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça a une portée vraiment politique? Je pense pas. Parce que, voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est devenu tellement banal que non, je pense pas. Après, dans l'espace public, est-ce que ça a une portée politique de faire son coming out? Je pense que oui, encore. On porte quand même un message, étant donné que la société a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis de ces questions-là, que ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire est encore beaucoup rattaché à notre orientation sexuelle tant qu'on rentre pas dans le cadre, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de rendre plus visible l'homosexualité. Maintenant, c'est un processus qui est encore en cours, même qu'à ses débuts, parce que j'estime que personnellement, c'est pas une victoire dès qu'on souligne le fait que enfin dans la pub de telle marque il y a des homosexuels. Non, là où ça sera entre guillemets une victoire, c'est le jour où ça sera même plus mentionné et que ça sera totalement banal. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est pas là du tout et il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. J'ai fait mon coming out auprès de mes amis et le jour où vraiment je me suis affirmé à moi-même que j'étais homosexuel et où j'ai commencé à en parler à mes amis de manière plus affirmée, plus déterminée, ça a été un très très bon accueil de tous mes amis. Enfin, j'ai vraiment eu zéro rejet. Yacine, Alice et Jimmy ont dû jouer des coudes pour se sentir à leur place dans la société. Tous les trois ont décidé de s'engager, de faire bouger les lignes, de faire partie de cette jeunesse brûlante et intranquille qui s'affirme avec une grande fierté et une si belle liberté. Après les 6 ans de séparation avec ma famille et après la réconciliation, j'ai décidé de m'installer au Maroc. Du coup, je suis entré en contact avec un ami de longue date et il m'a présenté ses amis qui étaient des personnes que j'ai trouvées très intéressantes. Pour des gays qui vivent au Maroc, c'était des personnes qui donnaient beaucoup, qui voulaient changer les choses et ça m'a fasciné. Et c'est là qu'ils m'ont demandé de travailler avec eux, d'écrire dans leur mag pour aider les gens comme nous à s'accepter, à savoir qu'ils n'étaient pas seuls, à leur donner des conseils. Et le projet m'a beaucoup plu. Le nom du mag était Aswat, ça veut dire les voix.
Et je voyais que c'était vraiment les voix que la communauté gay marocaine et arabophone avait besoin de lire pour savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Grâce à ce groupe, je commençais à m'accepter encore plus, à être fier d'être gay, arabe et musulman. Parce que je voyais que j'étais pas seul. Du coup, avec le groupe Aswat, on a commencé à faire des campagnes de sensibilisation, à passer de mag à mouvement, pour que les autres pensent et savent qu'on est des personnes vivantes avec des sentiments, qu'on n'a pas nos droits pour vivre, pour être heureux au Maroc. On est gay, on est caché, on n'est pas heureux parce que la société ne nous protège pas, notre pays ne nous protège pas, qu'on a peur de retrouver l'amour parce qu'on a peur qu'on le découvre, de finir en prison ou pire. Moi, on a essayé de passer de mouvement à association, l'association Aswat. Ils ont essayé de changer encore plus les choses. Un projet fort pour lutter contre la loi qui interdise l'homosexualité parce que nous, au Maroc, on ne demandait pas le mariage, on ne demandait rien, on vous demandait tout simplement qu'on ne soit pas considéré comme des criminels, qu'on pouvait faire notre coming out sans avoir peur et sans que les gens nous jugent, que tout le monde sache qu'on est des personnes avec les mêmes droits comme n'importe quel citoyen marocain. Malheureusement, l'État commençait à nous pourchasser comme association parce que ils ont commencé à circuler des rumeurs comme quoi on voulait installer le mariage gay, comme quoi on était aidé par des associations en Europe pour faire des lois contre la religion et la morale au Maroc, alors que nous on voulait tout simplement faire montrer aux gens qu'on est des gens normaux et ne pas partir en prison. En 2014, j'ai dû quitter malheureusement le Maroc et l'association parce que j'avais plus d'argent. Tout ce que j'avais cumulé comme argent, je l'avais gaspillé au Maroc et comme je travaillais pas, du coup j'ai décidé d'abandonner le Maroc et de rentrer chez moi. J'ai passé quelques mois en Espagne et vu que la situation en Espagne était un peu compliquée pour trouver un travail, mon copain qui habitait à Tarbes m'a proposé de s'installer à Toulouse et on a commencé à faire notre vie et on considère la France comme notre pays parce que après toutes ces années, on a trouvé vraiment une certaine vie sociale très à l'aise, très confortable en France, comme des gays, comme des travailleurs, comme des amis, comme une famille. On s'est senti vraiment très heureux, on a commencé à sortir de plus en plus dans les boîtes gays, dans les associations gays, à s'attraper par la main dans la rue, à ne pas avoir peur que nos familles nous découvrent. C'est ça ce qui m'a le plus plu en France et à Toulouse. Parce que enfin, loin de ma famille, loin de mon pays natal qui ne me reconnaissait pas, je pouvais enfin être moi-même. Je pouvais enfin m'habiller comme je veux, manger comme je veux, partir à la mosquée si je voulais, partir aux discothèques gays, partir au bar. Et c'est ça pour moi la définition de la liberté. Être libre, c'est ça. Plusieurs personnes pensent que l'islam n'est pas très compatible avec l'homosexualité. Et moi je pense carrément l'inverse. Moi j'ai pas choisi d'être homosexuel. C'est pas mon choix. Je suis comme ça. Et Dieu m'a fait comme ça. Et je sais que Dieu peut m'accepter comme ça. Mais par contre, c'est moi qui ai choisi d'être musulman. C'est mon choix. Personne ne peut m'interdire le fait d'être musulman et homosexuel. Et j'ai trouvé ma stabilité, mon équilibre. J'ai toujours eu peur d'être resté au Maroc et de vivre comme homosexuel parce que je sais que je serais devenu un gay refoulé ou un psychopathe ou un perturbé mental parce que voir que personne ne m'accepte et de devoir cacher ça et d'avoir peur qu'on me découvre ou qu'on me menace, ça aurait compliqué les choses. J'aurais jamais été content. Je serais peut-être marié avec une fille et je serais jamais heureux. Mais je préfère vivre quand même loin de ma famille et avoir ma liberté et être heureux que de vivre avec ma famille dans mon pays et ne pas vivre ma vie comme elle se doit. C'est pour ça que je trouve très bien le travail qu'ils font les associations et c'est pour ça que je me suis très intéressé à l'association JECO de Toulouse qui aide les réfugiés LGBTQ+, à s'intégrer dans la société, à avoir leurs droits comme réfugiés en France. C'est important pour moi de faire connaître quand même l'histoire de l'homosexualité féminine, en parler. J'aimerais vraiment m'occuper plus de ça, mais hélas c'est un peu plus difficile parce que les lesbiennes c'est caché. Je trouve que c'est important et j'utilise l'image comme outil
Parce que j'aurais aimé, moi, quand j'étais ado, de voir des photos comme ça, ou de voir juste la normalité d'un couple, ou des corps qui sont normaux, ou des corps qui sont différents et qui sont beaux, tout justement. Je suis triste par rapport à la PMA. Tout ce qui concerne les femmes, comme la PMA, ben c'est dans les mains de peu d'hommes qui souvent ils sont pas du tout concernés par ça, par ce problème, et qui s'entêtent à être contre, guidés par une morale patriarcale et de façade. Heureusement, en France, ces dernières années, il y a eu Alice Coffin avec son livre qui se bat beaucoup. Céline Sciamma, ses films, Adèle Haenel. Sur le plan de vue musique, il y a Pomme, Aloïs Sauvage, Angèle, elle a fait son coming out très discrètement, mais très bienvenu. Et c'est important d'avoir cette visibilité, parce que plus on en parle, plus ça devient normal. Le mot lesbienne fait peur. Lesbienne, 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 lesbienne. L'écrire, le dire est une transgression, une révolution. Le terme terrifie. Les lesbiennes elles-mêmes repugnent à parfois l'employer. La série lesbienne à ce jour la plus célèbre s'appelle The L-Word, le mot L, comme on dit The F-Word, pour contourner la censure des médias sur le mot fuck. Le mot lesbienne est imprononçable. Le mot lesbienne est censuré, interdit, sali, attaqué. Les lesbiennes ne peuvent se renseigner sur leur actualité, chercher des informations sur leur histoire, parce que des hommes ont occupé et confisqué leur terrain pour satisfaire leurs désirs. Le mot lesbienne, invisible partout ailleurs, est le plus visible des mots, le plus recherché sur le site du cul. J'ai choisi ce texte parce que je me suis reconnue dans ces mots que Alice Coffin a écrit dans son livre, Le génie lesbien. J'ai prêté ce livre à mes tantes qui ont 70 ans, et même s'ils pensaient de ne pas l'aimer et de ne se pas sentir concernés, ils ont découvert plein de choses. En arrivant sur Toulouse, donc, j'ai connu le sacré G-Boy, qui est une boîte de nuit gay, la seule boîte de nuit gay. Et de là, j'ai découvert un monde très vaste. Ce que je retiens de cette période où je suis arrivé, ça a été d'abord un peu l'émerveillement. Enfin, il y a d'autres personnes comme moi. Des personnes qui en plus s'assument pleinement. C'est quand même un univers qui est très très sexualisé, où le rapport au corps est très particulier. Il faut savoir aussi que mon environnement amical a totalement changé en arrivant sur Toulouse. Avant, c'était uniquement que des filles, maintenant c'est passé à uniquement que des gays. Alors depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, je suis drag queen. Alors j'ai commencé à être drag queen en regardant une émission qui s'appelle RuPaul's Drag Race, qui est sur Netflix. Voilà, donc j'ai adoré cette émission, je suis tombée très fan, c'est en très très gros une compétition de drag queen quoi. Du coup j'ai testé seul le maquillage drag queen et de là j'ai adoré. Je pense que ce que j'ai apprécié, c'est tout ce qui est aussi le côté artistique, l'esthétique en fait de la drague. Mais c'est vraiment le fait de pouvoir transformer notre corps avec le maquillage. Et au-delà de ça aussi, en me renseignant un peu plus sur l'histoire du drag, en rencontrant d'autres drag queens aussi sur Toulouse, tout ce milieu-là qui est totalement différent du milieu gay, j'ai connu un autre monde et avec des valeurs et un engagement très 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 politique. Mais au final, dans ce milieu-là, j'ai vraiment reçu une seconde éducation, questionnement vis-à-vis du genre, de l'identité, de ce qu'on renvoie aux autres, de ce que les autres nous renvoient. Et de là, j'ai pu trouver des valeurs et des messages que j'ai souhaité mettre en avant et que je mets en avant aujourd'hui via le drag. Le drag, pour moi, ça fait poser la question de qu'est-ce qu'un homme après tout, qu'est-ce qu'une femme après tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de fluidité du genre, qu'il n'y a pas un type d'homme ou un type de femme, mais que le genre, c'est un spectre très très large. On peut se situer un peu partout. Au-delà de ça, au-delà de ce message, je trouve qu'il y a quand même des valeurs de liberté qui sont très, très fortes dans ce monde-là. Alors le milieu queer, donc déjà pour définir rapidement ce qu'est le milieu queer pour moi, c'est comprendre qu'il existe autant d'identités qu'il existe de personnes en fait, et que chacun vit son identité comme bon peut lui sembler. Et c'est en ça que je distingue le milieu queer du milieu gay, parce que le milieu queer ça reste un milieu très ouvert, très tolérant envers toutes les personnes. Chacun peut
ressembler ou peut exister comme il l'entend, le milieu gay, il y a toujours encore ces barrières un peu de rentrer dans les codes pour pas être rejeté, quoi. Ça me donne aussi un espace pour exprimer la part de féminité que j'ai en moi. Et ça a été un peu un effet auquel je ne m'attendais pas. Mais être drag queen, ça a pu me créer aussi un espace pour totalement la vivre. Alors au quotidien, j'oublie pas vraiment que je suis homosexuel, mais je le vis pas forcément mal ou comme une différence qui impacte les choses. C'est vrai que pour le coup, moi j'ai assez de chance parce que c'est un peu la seule différence que j'ai par rapport à ce qu'on peut appeler la norme. C'est un peu... je suis un homme, je suis blanc, j'ai un toit, j'ai un travail et je suis très bien inséré dans la société. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête parce que on se sent toujours un peu en marge de ce point de vue-là. Je me souviens qu'il y a un aspect qui m'avait un peu choqué vis-à-vis de ces questions du mariage pour tous. C'était les personnes qui étaient homosexuelles elles aussi et qui luttaient contre l'ouverture des droits au mariage pour les personnes homosexuelles. Je me demandais pourquoi des personnes pouvaient lutter contre leurs propres droits au final. Quelqu'un à côté de moi cria « Gay is good » en imitant le nouveau slogan « Black is beautiful ». Et nous nous mîmes tous à rire et à nous presser contre la porte. Le trafic dans Christopher Street s'était arrêté. Lou se tenait à mes côtés, me prenait par la main scandant « Gay is good ». Nous le scandions tous. Quelqu'un dit alors « Nous sommes les panthères roses » et cela nous fit rire à nouveau. Puis je me pris à imaginer que les gays pourraient peut-être un jour constituer une communauté au lieu d'un diagnostic. Ce pourrait être la première révolution drôle, dit Lou. Le lendemain, nous nous précipitâmes pour acheter les journaux du matin et voir comment la révolte de Stonewall était décrite. C'est en fait notre prise de la Bastille, dit Lou. Edmund White, la tendresse sur la peau.